Merci Jean-Paul, merci pour tout ce que tu fais aussi pour l'Union des maires. Je remercie évidemment tous. C'est très touchant pour moi d'avoir été réélu parce que mon prédécesseur me l'avait dit, c'est un beau mandat. C'est un mandat qui vous prend à cœur, qui est chronophage, certes, mais qui est tellement intéressant. Donc j'y vois un encouragement à poursuivre le chemin sur lequel nous avons ensemble commencé à travailler. Donc on a du boulot, clairement, donc on va s'y attacher. Voilà, en tout cas, je félicite aussi le bureau dont vous avez vu les noms. Ils sont tous dans la salle, je vous demande de les applaudir parce que je compte beaucoup sur eux. Et vous pouvez compter sur eux comme vous pouvez compter sur moi et l'ensemble de l'équipe de l'UMDVO. Voilà, donc je vais essayer de voir si ce micro à chef fonctionne. Je vais demander au maire, notre hôte de Cormeilles-en-Parisis, Yannick Boédek de nous rejoindre sur scène, qui va nous dire son petit mot d'accueil. Et nous enchaînerons par la suite sur l'ouverture de notre université des maires. Yannick, c'est à toi. C'est toi qu'on applaudit. Bien, bonjour à tous. Comme d'hab, très rapidement. L'année dernière, j'avais pris la parole en vous disant que je ne sais pas si c'est moi qui ouvrirai la future université des maires. Bon, c'est encore moi, désolé. Donc, bienvenue à Cormeilles-en-Parisis. La petite nouveauté... Merci. Merci. Alors, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous pouvez voir que c'est toujours la même salle. Elle commence à vieillir. Et comme j'accueille le salon de l'Union des maires qui est de plus en plus grand, il va falloir que je l'agrandisse. Ça, c'est prévu dans 2-3 ans. Donc, vous avez une urne à la fin de vers la salle. Je ne vais pas demander au maire, parce que je pense que je connais les finances des collectivités locales un peu, donc je vais rien vous demander à vous. Par contre, les entreprises, on va se revoir. Vous ne sortez pas de la salle sans mettre un chèque dans l'urne à la fin. Voilà. Bon, au-delà de la boutade, je vous souhaite un bon salon et puis on est toujours là pour vous accueillir. Et merci surtout à toutes mes équipes, service technique, service animation, service culture qui est là aussi pour la sono. Voilà, merci à vous parce que c'est grâce à eux que l'installation se fait de manière tranquille. Merci, cher Yannick, et c'est nous qui te remercions avec ton conseil municipal pour la mise à disposition de cette salle, sans laquelle nous serions bien embêtés, puisque nous n'avons pas de grande salle dans le Val d'Oise. Nous sommes un des départements franciliens qui n'a pas de zénith, qui n'a pas d'aréna. Ce sera sûrement le cas un jour, mais aujourd'hui, nous sommes à Cormeilles-en-Parisis, et ça me réjouit, ça nous réjouit tous. Alors, du coup, je vais commencer par... accueillir les personnalités qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Philippe Cour nous rejoindra dans un moment, donc il est représenté pour l'instant par monsieur le sous-préfet, le maire qui est ici, et madame la préfète qui vient d'arriver. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre. Messieurs, madame les sénateurs, donc j'ai vu Pierre Barros, j'ai vu... mais madame la sous-préfète aussi, mais madame la secrétaire générale est ici aussi, et merci beaucoup d'être là aussi. Je vous arrivais au fur et à mesure, donc je ne vous ai pas tous vus dans mes radars, mais c'est chose faite maintenant. Donc, les sénateurs, donc Jacqueline Eustache-Brignot m'a dit qu'elle serait présente, elle ne saurait tarder. Arnaud Bazin, Pierre Barros, Daniel Fargeau qui devrait arriver, et Rachid Temal qui m'a promis d'être parmi nous également. Madame la présidente du conseil départemental, Marie-Christine Cabecki, qui nous rejoindra dans un petit instant. Florence Portelli, vice-présidente de l'AMF et première vice-présidente de la région Île-de-France. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires et les présidents d'intercommunalités, vous êtes très nombreux aujourd'hui puisque je crois même qu'au total, nous battons un record parce que nous sommes 1200 aujourd'hui, au total, ce qui n'est jamais arrivé. Dont une très grosse proportion des 183 maires de notre Val d'Oise, parce que je crois que vous êtes 120, peut-être un peu plus, ce matin, ce qui est un record. Assieds-toi Maxime, le président de la communauté de communes Plaine Vallée et maire de Montmorency, bienvenue à toi. Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les agents de nos collectivités, mesdames et messieurs les agents de l'État, nombreux à ce rendez-vous, et mesdames et messieurs les partenaires de l'UMVMO, très nombreux, Yannick a dit qu'il comptait sur vous tout à l'heure, mais nous aussi, et mesdames et messieurs, en vos grades et qualités,
Je suis ravi de vous accueillir pour la 17e édition de l'Université des maires du Val d'Oise. Alors, c'est la première fois que nous nous rencontrons dans ce format-là, sur ce mandat, puisque la séquence des municipales vient de se terminer. Nous avons dans la salle des anciens maires, beaucoup, c'est qu'ils ont bien bossé, et nous avons des nouveaux maires. Alors les nouveaux maires, soit vous êtes inconscients, n'écoutez pas les médias, on vous dit qu'être maire, c'est compliqué, il n'y a pas d'argent, on est à portée de baffe, portée d'engueulade, mais vous y allez. Bon, pourquoi pas. Quant aux anciens, vous devez être maso, parce que vous avez déjà donné, et vous continuez. Ou peut-être, êtes-vous, et je crois que c'est ça. Des maires qui sont dans l'envie, qui sont dans l'appétence. Des maires qui veulent relever le défi, qui veulent relever les manches et mettre les mains dans le cambouis. Félicitations à vous toutes et tous. Vous avez du boulot, on a tous du boulot. Bravo à vous toutes et tous. Ça fait du bien de s'applaudir un petit peu. Alors être maire, c'est pas seulement être sur les marchés le dimanche matin, c'est pas seulement être à la sortie de l'école, c'est aussi être là quand les choses sont difficiles, aussi pour nos administrés, ou aussi quand elles vont bien. Mais c'est aussi assurer la tranquillité de sa commune, la sécurité de sa commune, la faire grandir, faire que le cadre de vie soit agréable, faire qu'il y ait des services publics. Mais pour tout ça, il faut qu'il y ait de l'argent. Et l'argent, il n'y en a plus. Ça devient compliqué, très compliqué. Sans argent, on ne peut pas faire grand-chose. Et l'argent qu'on avait jusqu'à présent, il nous venait de nos financeurs essentiellement. Alors certes, nous gérons bien nos communes. D'ailleurs, il y a une petite musique qui court à Bercy et qui dit que les communes sont très à l'aise, les intercommunalités aussi. Je ne sais pas si elles sont très à l'aise, mais elles ont bien travaillé. Et en tout cas, vous le savez tous, nous avons l'obligation de rendre un budget à l'équilibre, en tout cas sur le fonctionnement. Donc oui, on est vertueux dans notre façon de gérer les deniers de nos communes. Mais pour autant, est-ce qu'on doit être pénalisé pour ça? Je ne crois pas. Et donc, l'argent est rare, en tout cas, maintenant, tout de suite, dans la temporalité qui est la nôtre aujourd'hui, et celle qui est celle de ceux qui viennent d'être élus et qui ont été élus sur des programmes, et ces programmes annoncent des déploiements de projets sur la durée au moins du mandat, sachant que la durée d'un mandat, c'est pas tellement une fin en soi, c'est de faire avancer sa commune qui est une fin en soi. Donc je le disais, l'argent est rare. Et pourquoi il est devenu rare après une période où on a été plutôt biberonné aux subventions, je rappelle le plan de relance, etc., où les robinets étaient très ouverts, et là ils se sont brutalement fermés. Je vais commencer par le premier partenaire financeur des communes qui est le département. Le département du Val d'Oise, comme tous les départements de France, au-delà de leurs compétences, leurs fondamentaux, leur cœur de métier qui est l'action sociale, ont décidé d'agréger à leur mission l'aide aux communes. Et cette aide aux communes, elle se traduit en général par des moyens financiers que vous avez tous utilisés. Je le vis de l'intérieur avec mes collègues qui sont ici, Yannick Boedek, Philippe Rouleau par exemple et d'autres. Et nous avons voté 270 millions de budget en 3 ans et demi pour aider les communes. Ce qui n'a jamais été le cas dans le passé récent du département du Val d'Oise. La situation a évolué, puisque vous savez qu'avec la suppression de la taxe d'habitation, les départements ont été privés de la possibilité d'utiliser le seul levier fiscal qu'ils avaient, c'est-à-dire le taux sur la taxe foncière, qui a été réfléchi vers le bloc communal, et donc qui est venu s'additionner dans nos taxes locales. Mais les départements n'ont plus de taux, et donc doivent se résigner à travailler avec les dotations de l'État qui sont constituées par une fraction de TVA. Mais il n'y a pas que ça. C'est la conjonction de deux phénomènes. Celui aussi de l'affaissement des DMTO, les fameux droits de mutation à titre onéreux que nous connaissons tous. On est dans un creux très compliqué qui a mis les départements dans une pente malheureusement très compliquée pour ces départements. Et si les départements étaient des entreprises, aujourd'hui, ils seraient dans une très très grande difficulté. Voilà, donc ça explique que les départements aujourd'hui n'ont plus la possibilité, en tout cas pour un temps,
je l'espère, d'accompagner les communes financièrement. Et quand on étrie les départements premiers financeurs des communes, eh bien on affaiblit les communes. Parce qu'on ne peut plus justement accompagner les communes dans leurs projets. Je passe aux régions qui font ce qu'elles peuvent, et en l'occurrence la région Île-de-France, pour maintenir un dispositif, mais qui devra de toute façon réduire la voilure. Obligatoirement. Ça a déjà commencé. Et je finis par l'État. L'État qui nous accompagne sur plusieurs dispositifs que vous connaissez tous, la DETR, la DSIL, le Fonds vert. Et en dehors de la DETR qui est maintenue et sanctuarisée à un volume euro qui est identique depuis 10-12 ans, donc en données corrigées en euros constants, on devrait être autour de 4 millions, on est à peu près à 3,2 millions, 3,3 millions, Madame la secrétaire générale. Donc c'est déjà ça, c'est déjà bien, mais c'est pas assez. Et la DSIL se contracte et le Fonds vert a été divisé par plus que 2 depuis sa création. Donc attendons-nous à des moments difficiles et nous allons devoir avoir un reste à charge, si je peux encore parler de reste à charge, qui sera très conséquent pour déployer nos projets. Et donc l'État traîne une dette de 3 500 milliards d'euros, il ne pourra pas revenir à ce qu'on a connu. Alors il nous reste la possibilité de faire de l'emprunt. Certes, c'est une possibilité que nous utilisons parfois. Mais lorsqu'on fait de l'emprunt à 4%, ce n'est pas la même chose que quand on fait de l'emprunt à 0,6, 0,7, comme c'était le cas il y a quelques années. Et nous avons un partenaire qui s'appelle la Banque des Territoires, qui est un partenaire fiable, sérieux, mais qui est indexé sur les taux du livret A. Et ce n'est pas toujours évident. On a eu un récent passé où quelques communes ont été en grave difficulté. Voilà, tout ça, je ne veux pas dresser un portrait qui soit négatif. Évidemment qu'on a des ressorts. Et ces ressorts, et j'y viens, c'est ce qui va occuper notre matinée aujourd'hui, c'est-à-dire le développement économique. Pourquoi est-ce que le développement économique est important pour nous? D'abord, il permet de créer de la valeur, de créer de la richesse. Créer de la richesse, c'est ce qui va nous permettre de maintenir nos services publics, voire d'apporter des services publics. C'est ce qui va nous permettre de rénover nos écoles, de rénover nos bâtiments publics, d'accompagner la transition énergétique qui nous est imposée et que nous devons faire évidemment. De répondre à ces fièvres normatives parfois, mais que nous devons accompagner, et aussi assurer la sécurité qui nous coûte de plus en plus cher, que ce soit pour les intercos, en particulier d'ailleurs, que pour les communes. Donc ce développement économique, il revêt un caractère particulier puisqu'en fait il est proche de nous, puisqu'il est proche des entreprises. Et on n'a pas connu ça, nous, mais dans un passé récent, 18e, 19e siècle, on travaillait là où on habitait là où on travaillait. Aujourd'hui, on a des transhumances de 2 heures pour aller travailler pour certains d'entre nous. Et c'est très compliqué. Donc, on va devoir repenser nos modèles, mettre en perspective un développement économique harmonieux avec le cadre de vie de nos communes. C'est ça le défi. Et pour ça, ce matin, je recevrai un certain nombre d'acteurs de la vie économique qui nous donneront un peu le pouls du Val d'Oise. Val d'Oise qui est doté d'un certain nombre d'atouts. On les connaît tous, mais je vais quand même les resituer. On est le ou un des 2 départements les plus jeunes de France, hors ultramarin. On a une géographie assez exceptionnelle qui est une frontière, un passage, un sas entre l'Île-de-France et les Hauts-de-France, et je dirais plus loin les pays d'Europe du Nord et aussi la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. On a la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, on a l'autoroute 1, on a l'autoroute A16. Donc on a beaucoup d'atouts dans un département d'1 280 000 habitants qui est composé de 55% d'agriculture et de forêt de l'Isle-Adam, forêt de Montmorency, forêt de Carnel, donc qui n'est pas totalement urbanisé, loin s'en faut et heureusement, et qui recèle encore beaucoup d'atouts et beaucoup de potentialités. Voilà, alors mon directeur me dit que je suis un peu long, donc il va falloir que je conclue ce propos introductif. Mais en tout cas, voilà, donc on a beaucoup d'atouts. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire ce matin. Et j'ai un point d'obsession, je l'ai dit au conseil d'administration avant-hier. Ce qui m'obsède un peu, c'est de savoir comment, à l'issue de nos réunions, que ce soit des conseils d'administration, que ce soit l'université des maires comme aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour que, au-delà du fait qu'on se quitte en se disant « ouais, on a passé une bonne matinée, c'était sympa, les acteurs étaient brillants », je ne parle pas de moi, je parle des autres. Et donc, c'était
ok, c'était sympa, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que derrière ce soit suivi des faits? Voilà, donc ça, on va y travailler ensemble. C'est pas que l'Union des maires. L'Union des maires est là pour être le coordinateur de tout ça. Pas que, puisque je rappelle aux nouveaux élus que nous formons, nous accompagnons, nous pouvons vous accompagner aussi dans les moments très difficiles. Enfin, le spectre, la palette est large à l'Union des maires. N'hésitez pas à venir vers nos services. En tout cas, voilà, je déclare officiellement maintenant ouverte cette 17e université des maires. Bonne université à vous toutes et tous. On va commencer tout de suite. Merci à vous.